Bonjour, j'ai récupéré cette lampe extérieure avec détecteur qui ne fonctionne plus. Donc, ce que je vais faire, je vais dévisser les 4 vis qui se trouvent ici, là, avec un tournevis cruciforme, et puis accéder à comment dire, au circuit électronique. Bon, mais avant de faire le tour de l'ensemble du circuit et des éléments qui composent, et puis de vérifier s'ils sont en état de fonctionnement, je vais prendre la tension quand même, voir s'il y a une tension au niveau de la sortie du pont de diode. Hein, donc l'alimentation de 230 arrive ici. Ici, ça doit être comment dire, une varistance, hein, qui protège contre les surtensions. Ici, il y a un fusible. Donc là, on est à l'entrée du pont de diode. Et puis là, donc en sortie, et je devrais trouver la tension continue. Donc je vais mettre sous tension. Donc je me suis mis en position volt continu. Et puis je vais vérifier s'il y a bien une tension en sortie. Donc je mets sous tension. Voilà. Et je vérifie qu'il y a bien une tension continue. Donc là j'ai 204 volts, hein, donc ça veut dire que j'ai bien l'alimentation, le pont de diode est conforme. Je vais mettre en alternative juste pour voir. Et là on a une tension de, on va dire 92 volts. Hein. Donc ça veut dire que, enfin de conception, hein, ce circuit, donc il y a bien un redressement par pont de diode, hein, pont de Gretz. Par contre, il n'y a aucun filtrage, hein, qui fait que on se retrouve avec une tension composite, hein, donc aussi bien continue qu'alternative, hein, en sortie. Bon, je vais commencer à contrôler tous ces petits condensateurs céramiques en CMS. Donc je me suis mis en position test de continuité. Hein. Voilà, donc on entend bien que ça bip. C'est pour tester s'il n'y en a aucun qui est en court-circuit. Donc je me mets ici. Donc là c'est bon, 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 c'est bon. Donc, hop, non. Donc là c'est bon. Donc finalement ils sont tous bons. Ce que je vais faire aussi, je vais voir s'ils sont bien tous à la masse. Hein. Alors normalement ici c'est le moins, ici là du pont de diode, et tous ces condensateurs devrait y avoir au moins un côté qui devrait être à la masse. Donc si c'est pas là, voilà c'est là, ici. L'autre côté bien sûr il n'y est pas puisqu'il n'est pas en court-circuit. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Je vais continuer, je vais prendre cela. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Là ça le fait pas, mais c'est peut-être normal puisque, en fin de compte, ici on va là. Attendez que je me remette bien, voilà. Je ressors de la résistance pour aller là. Hein. Donc ici c'est bien ici la masse par rapport à ici, et je pense que là ça doit être pareil, c'est-à-dire que ici ça sonne. Je ressors d'ici, je devrais aller ici, voilà. Et donc ça c'est la masse qui passe, en fin de compte, le moins là ça passe par là, par cette résistance, et je ressors ici. Là. Et donc maintenant je vais contrôler toutes les petites résistances CMS qui sont à côté. Donc j'ai placé le circuit sous mon microscope, j'ai mis mon voltmètre en position ohmmètre, et donc on va vérifier toutes les résistances CMS. Donc ici on voit sur l'écran que c'est marqué 100, donc ici 1, 0, enfin 101, 1, 0, 1, donc le dernier 1 c'est le coefficient multiplicateur, donc ça fait 1, 0, et on multiplie donc par 10, hein, puisque c'est 1, et ça fait 100 ohms. Donc je vais vérifier que ça fait bien 100 ohms, donc ça fait 100,9, donc c'est bon. L'autre à côté ça devrait être pareil, 99 ohms,4, donc ça c'est bon. On va continuer les recherches. Donc ici, donc ça c'est 0, donc ça devrait être pas 100. Voilà, donc ça c'est bon. Je vais continuer ça va bouger un peu plus. Donc celle-ci on a vu, celle-là on a vu. Ici il y en a deux autres là. Donc là c'est marqué, alors je vois pas trop, je vais mettre un peu plus d'éclairage. Voilà, c'est noté 1,05, donc 1, 0 et 5 coefficients multiplicateurs, ça doit faire 1 mégohm. Donc je mesure, ça fait 560, donc c'est pas ça, et l'autre au-dessus ça devrait être pareil, ça fait 560, donc je vais mettre en position test, je vais voir si elles sont pas branchées en parallèle. Non, écoutez, c'est pas branché en parallèle, donc ce que je vais faire, je vais noter pour ces deux-là, donc ça s'appelle R1, R2. Donc je les dessouderai pour voir ce qu'il y a, parce que c'est pas... pour voir une fois dessoudé la valeur qu'elles ont. Donc je me remets en position ohmmètre. Là je vérifie, donc c'est 1,802, donc ça fait 180, ça fait 18 kg normalement celle-là.
Donc je suis là. Je suis à 17,8. Donc ça c'est bon. Où ça qu'il y en a d'autres? Voilà, celle-là, on les a vues. Alors celle-là, 7, ici, la 7,5,03, donc ça fait 75, 750 kg. Là c'est pareil, ça fait 120 kg à la place de 750. Donc celle-ci, elle s'appelle R4. Non, R3. R3, donc je la dessoudrai également, là, celle-ci, là. Pour voir, une fois dessouder. Ici, j'en ai deux qui font 3R9, enfin 90, ça doit faire 3 zones. 3 zones 9. Et ça fait 2,1. Ouais, ça fait 2 zones pour 3 zones 9, enfin on va dire presque 4. Mais je pense que celles-ci sont branchées en parallèle. Donc je vais vérifier ça. Je mets mon continuité. Je vérifie ici, elles sont bien là, et ici. Oui, donc elles sont bien branchées en parallèle. Hein. Donc c'est normal que les. Comment dire que 3 ohms 9 donc en parallèle, hein, ça fait bien. On divise par 2, hein, ça fait bien dans les. Bon là c'est 2 ohms. D'accord. Bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Donc il y a 3 résistances là qui me paraissent. Enfin hors, on va dire hors tolérance. Bon, va falloir que je regarde ça en les dessoudant. Et puis bah, je vais passer maintenant à cette partie-là au niveau des tests des résistances CMS. Bon, après avoir retourné la plaque, donc maintenant on est sur ces 2 CMS. Donc là, je m'en mets là. Donc là 0, donc normalement ça devrait passer. Et là je suis à 0, hein, donc ça c'est bon. Ensuite, celle-ci c'est 51 R0, donc ça devrait être 51 ohms. Donc on est bien à 51. Ici il y en a une, donc il y en a 2 ici, ça doit être 0, donc elle devrait être, donc ça c'est bon. Ça c'est bon. Il y en a une autre ici là qui est à 201, donc ça fait 201, ça fait 200 ohms. Donc on est à 200,7, donc ça c'est bon. Et je pense qu'il y en a une petite dernière qui se trouve, il y en a 2 là même ici. Donc c'est 15 R0, donc c'est 15 ohms. Donc on est à 7,6. 7,6, 7,5. 7,5 si on multiplie par 2, ça fait bien les 15 ohms, hein, puisque les deux là sont branchés en parallèle. Et on va passer au reste des composants sur ce circuit. Bon, nous voyons ici un composant qui s'appelle, donc sa référence est CS2N60. Donc il y en a un ici, un qu'on voit donc ici, et puis un troisième qui est donc à ce niveau-là. Donc il y a les 3 mêmes composants. Donc j'ai pris le datasheet hein, de ce composant. Donc on voit que pour le CN2N60, c'est un MOSFET, hein, canal N, avec une intensité de drain de 2 ampères et puis une tension drain source de 600 volts. Ici, on voit que c'est donc nous, on est bien sur ici un DPAC hein, au niveau du boîtier, avec le drain qui est ici, la gate et la source. Donc je vais regarder maintenant ce composant qui se trouve ici, et il y en a 3, hein, puisqu'il y en a un ici, et puis un ici. C'est la référence, on va le lire, donc c'est 1N60C2. Donc j'ai sorti la fiche de datasheet hein, du N60. On voit que c'est également un MOSFET canal N. Par contre, c'est au niveau de l'intensité hein, du drain, c'est 1 ampère et 600 volts au niveau de la tension entre le drain et la source. Donc ici, on voit le type de boîtier. Hein, donc c'est un SOT 223. On voit bien que ça correspond bien à ce que l'on voit ici. Et le brochage, il est là. Hein. Donc, c'est-à-dire que la partie ici centrale qui est soudée, hein, donc ça fait office de radiateur, hein, c'est le drain. Ensuite, à gauche, c'est la gate et puis la source à droite. Bon, nous voyons ici un composant avec le repère 1AM. Donc, j'ai regardé sa référence. Donc, donc, on voit bien ici, là, c'est 1AM.
Donc c'est un transistor NPN. Donc on voit ici donc son symbole avec 3 collecteurs. Donc le collecteur il est au milieu, c'est-à-dire que le collecteur il est à cet endroit-là. Et donc ici il y a la base et puis l'émetteur. Donc c'est un boîtier SOT 23 et on voit bien que ça correspond bien à ce boîtier. Donc je vais tester ce transistor. Donc pour cela je vais mettre mon multimètre en position test diode et je vais mettre ici le plus de mon multimètre et ici le moins sur l'émetteur, et normalement je devrais voir la tension de seuil, y compris entre le 1 et le 3, donc le collecteur, je devrais voir la tension de seuil, et en inversant les touches, et ben, je devrais rien avoir. Donc je vais faire le test. Je me mets donc sur la base, je mets le moins de mon multimètre, je mets le plus, normalement je devrais rien trouver. Donc là je suis sur le collecteur et la base, donc là je trouve rien, ici je devrais rien trouver. Ah, là j'ai 0,3 volts, c'est pas tout à fait normal. Je vais inverser les touches et normalement je devrais trouver la tension de seuil, donc 0,07. Là où je trouve encore 0,3, donc c'est normalement je devrais trouver à peu près la même valeur, hein, c'est-à-dire 0,6, 0,7. Je me mets entre le collecteur et l'émetteur juste pour voir quand même. Donc là j'ai rien, c'est normal, et ici bon, j'ai rien non plus. Par contre ce que je comprends pas, c'est pourquoi ici j'ai 0,3 et puis ici j'ai 0,07. Donc je vais quand même dessouder après ce transistor NPN, et puis vérifier, il y a peut-être une influence d'un autre composant sur. Alors maintenant nous voyons ici à côté une diode. Voilà. Nous voyons une diode ici. Donc c'est une diode, on voit ici que donc c'est un tube, hein, donc c'est un petit cylindre en verre, hein, doté d'extrémités métalliques. Donc ce qu'on appelle c'est des diodes MELF, hein, MELF ou mini-MELF. Et on voit ici qu'il y a donc à l'extrémité une bague bleue qui correspondrait à une diode Zener. D'ailleurs si on regarde, ici on voit que son repère ici c'est ZD1. Donc pour ça je reste en test diode. Et puis je vérifie que d'un côté, donc là le trait bleu c'est la cathode. Donc si je me mets là, on voit bien la tension de seuil de 0,7 volts. Et si j'inverse, normalement je devrais rien avoir. Et ici j'ai rien du tout. Donc ça veut dire que cette diode est bonne. Et maintenant je vais continuer un peu le reste bon, il reste presque plus rien ici. Je pense qu'il y a une diode ici. Ah si, il y en a une ici là encore. Voilà, donc c'est une diode où c'est marqué RS1J. Donc je vais sortir la fiche du datasheet. Donc voilà son datasheet. Donc on voit bien ici la référence RS1J, hein, qui correspond bien à ici là. Et puis je vais contrôler cette diode. Donc je reste toujours en position diode. Donc la cathode elle est de ce côté. Je me mets entre là et là. Donc j'ai une tension de seuil de 0,05 volts. Et je tourne, normalement je devrais rien avoir. Voilà, donc j'ai rien du tout. Donc ça veut dire que cette diode également n'est pas en court-circuit. Et donc je vais maintenant passer au reste, hein, du circuit. Donc je pense que j'ai encore une diode et puis ce circuit intégré qui est ici. Bon voilà, maintenant on va vérifier cette diode dont le repère est M7 ici. J'ai sorti son datasheet. Donc on voit ici que c'est avec le repère M7, on voit le type de diode, c'est BZX 384-B24. Ici sa tension de travail, hein, donc entre mini et maxi. Donc c'est entre 23,5 et 24,5 volts. Et ici on voit donc le 1, donc là où il y a le trait, hein, donc c'est-à-dire à ce niveau-là, ici là, donc ça correspond à la cathode. Donc je me suis mis en position test diode une fois de plus, et on va contrôler, hein. Donc si je mets le plus sur la cathode, ici, voilà, et ici on voit que ça passe pas, ce qui est normal. Par contre si j'inverse, c'est-à-dire que je mets la borne positive de mon multimètre, et ici on devrait voir, voilà, donc une tension de seuil de 0,6 volts. Voilà, donc c'est pour dire que cette diode est conforme. Enfin conforme, et du moins puisque j'ai pas testé sa tension, hein, de travail, mais au moins elle est pas en court-circuit. Bon, maintenant nous allons contrôler ce circuit intégré. Donc c'est un L1050.
Donc ce que je vais faire, je vais chercher sa fiche datasheet. Bon, j'ai trouvé un des rares documents traitant du L1050 et c'est un document qui est en chinois. Bon, tout ce que je vois dessus, c'est que ce composant hein, est une puce de pilote de LED. Ça permet le pilotage hein, des produits d'éclairage LED supérieurs à 25 watts. Et voici son schéma de raccordement. On constate sur celui-ci que la broche 8 correspond au GND relié sur le côté négatif du pont de diode, que la broche 9 CS est reliée sur la source de chaque MOSFET alimentant les 4 bandes de LED, et que les broches 10 à 14, repérées GD, servent de pilotage des MOSFET en se raccordant sur leur gâchette. Donc j'ai mis mon multimètre en position beeper. Et donc ici, là je suis en CS, hein, donc c'est la bande commune, comme je disais, au niveau des sources. Et si je regarde au niveau des sources, hein, donc à chaque fois sur un... c'est GDS, donc les sources sont là. Donc c'est bien ça. Donc on est bien sur les sources. Voilà. Hein, donc après c'était G5. G5 ici. Et normalement ça devrait être sur Q5. Donc Q4, Q1, Q2, Q3, Q6, Q5 est là. Donc c'est au niveau de la gâche, hein, enfin voilà. Donc là ça sonne pas, par contre ça passe par, voilà. Ici c'est R10, et ensuite, voilà. Donc ça veut dire qu'au niveau de G5, ça passe par cette résistance avant d'attaquer la gâchette. Donc maintenant je vais prendre G4, donc ici, et ça doit aller sur le MOSFET Q4 qui est là, donc au niveau de la gâche, voilà. Le 3, je me mets sur le 3, et le 3 il est ici, sur la gâche. Le 2, il est là, et je me mets ici. Donc c'est bon. Et le 1 qui est là, et je me mets là. Donc voilà, hein, donc c'est bien ça, c'est-à-dire que chaque sortie attaque un MOSFET pour ensuite alimenter les lampes. Donc maintenant que j'ai fait le tour de tous les composants hors tension, là, hein, les tests hors tension, ce que je vais faire, je vais mettre sous tension. Ah bah non, avant de faire ça, je vais quand même vérifier quand même certains composants que je trouvais douteux. Hein, donc entre autres la résistance qui est là, ces deux résistances ici, hein, qui étaient en série mais qui ont une valeur assez faible. Hein. Et puis j'avais dit aussi au niveau du transistor ici NPN. Donc je vais les dessouder et puis je vais regarder une fois dessoudés leur valeur. Bon voilà, donc là j'ai mis sous mon microscope. Ce que je vais faire, je vais contrôler cette résistance CMS hein, qui devrait faire 75 kg. Donc je me mets là. Je vois que ça bouge pas du tout. Hop, je vais me remettre là. Et je vois que cette résistance, elle est complètement, elle est carrément coupée. Donc la 75 kg, elle est HS. Je vais prendre la résistance de 105. Donc 105, ça doit faire 1 mégome. 0,980, ouais, donc ça fait 1 mégome. Hein. Et maintenant, je vais mettre en position diode et je vais contrôler donc le transistor. Donc j'ai pris des pinces, hein, c'est plus facile quand même pour mesurer. Donc là, je devrais trouver donc la tension de seuil, hein, puisque je me mets entre la base et puis le collecteur. Donc je me mets là. J'ai bien mes 0,7 volts. Et si je me mets entre le collecteur et puis et la base toujours, je devrais trouver les 0,7 volts également. Voilà. Donc ça veut dire que ce transistor, il est finalement bon, hein, puisque je trouvais 0,3 d'un côté et puis 0,7 de l'autre. Donc il y a quelque chose qui faisait influence via le circuit. Donc ce transistor, donc il est bon. Et dans les deux résistances, hein, il y en a une, celle qui fait 750, donc celle-là, hein, 750 kg qui est HS. Et je vais essayer d'en trouver une dans mes stocks. Bon, ça y est, j'ai trouvé donc dans mon stock là une plaquette hein, dont les résistances ici que l'on voit hein, font 751 kg. Donc je vais en mesurer une pour voir. Donc je me mets entre, mettons ici, et je devrais trouver dans les 750 kg. Voilà, donc 750, donc là c'est bon. Et ce que je vais faire aussi, je vais contrôler quand même que celle que j'ai pas dessoudée, qui se trouve ici, 1 mégome. Donc on est bien à 0,99 mégome, donc on est à 1 mégome, et ça c'est celle à côté, là c'est celle que j'avais dessoudée, hein, donc qui est toujours dessoudée. Donc ce que je vais faire, je vais dessouder la résistance qui se trouve sur mon circuit ici, et puis la mettre donc en lieu et place ici, et puis remettre aussi mon transistor, et puis l'autre résistance
ici. Là. Après avoir ressoudé les composants et n'ayant constaté aucune évolution sur le fonctionnement de ce projecteur, je vais donc contrôler sur le L1050 certaines tensions théoriques issues de ce tableau que j'ai traduit en français. Bon voilà, j'ai tout préparé et donc j'ai mis mon voltmètre en position tension continue et j'ai mis donc le commun de mon voltmètre sur le moins du sortie-pont de diode qui correspond donc au GND, hein, donc à la masse. Alors je vais commencer par prendre la tension SD, AGND, hein, et cette tension doit être entre moins 0,3 volts et puis 600 volts. Sachant que le ST il est à cet endroit-là. Hein. Donc je prends tout de suite la tension, donc je rallume. Le ST donc est ici, hop, je prends là, et j'ai 142 volts, donc ça correspond entre les moins 0,3 et 600 volts. Ensuite, je vais donc continuer les mesures en prenant VS, CP, Bro, le commun, le DIM, le CS, GD1, GD3, GD4 et GD5 vers GND, et cette tension doit être entre moins 0,3 et 5,5 volts. Donc le VS, il se trouve sur la borne 1, le CP sur la borne 3. Donc déjà, je vais prendre ça, VS-CP, borne 1. Et là, j'ai 1,89 volts. Donc ça correspond bien à ce qui est marqué, hein, donc, puisque c'est entre moins 0,3 et 5,5. Le CP, ça va être la même chose, hein, puisque les trois premières pins sont chuntées. Hein, donc ça veut dire que le CP est également à la même tension. Suite à ça, je vais donc mesurer le BRO. Donc c'est la quatrième. Et on est à 2,33, hein, donc pareil, entre moins 0,3 et 5,5. Je vais continuer avec le commun, donc c'est le 6. Et là on est à 2,3, donc c'est conforme également. Ensuite je vais faire le CS. Alors le CS, normalement ça devrait être la même chose. Le CS, il devrait être ici, voilà. Et là, je suis à 0 volts, c'est normal parce qu'il est au GND, hein, donc c'est normal que j'ai cette tension. Donc, je vais faire après là tout ce qui est DIM et puis tous les GD donc sortis vers le GND. Par contre, ce que je vais faire là tout de suite, c'est la tension VCC régulée, démarrage et arrêt. Donc ça, bon, je vais pas le faire. Je vais voir si la tension de VCC elle est entre 5,5 et 6 volts. Un VCC, c'est donc la pin. Donc c'est là 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est la pin 5 qui est ici. Donc je me mets sur la pin 5. Là. Et j'ai 6 volts. Donc ça correspond bien également à ce qui est noté ici. Hein. Ça veut dire que mon, ici mon puits intégré L1050 est bien alimenté. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais vérifier le DIM. Alors le DIM, il y a une particularité, c'est-à-dire que bon, je suis entre 0,3 et 5,5, mais la tension de, ici ce qui est marqué, la tension de DIM élevée. Donc si la sortie au niveau est à 100%, hein, donc si la sortie c'est côté courant, elle doit être entre 2,35 et 2,65. Donc je vais vérifier ça. Donc le DIM il est ici, là, donc c'est la borne 7. Donc, et je vois que je suis à 2,49. Donc ça correspondrait bien au DIM. 2,49, on est bien entre 2,35 et 2,65. Donc on est bien une sortie qui est égale à 100%. Ce que je vais faire, je vais boucher, enfin je vais mettre l'obturation là sur le détecteur et je vais attendre que ça s'éteigne. Et je vais reprendre le DIM sur, pour voir si ça se coupe, puisque je devrais être ici à faible tension DIM à entre 0,15 et 0,25. Donc là je suis à 5-6 volts hein, sur le DIM. Voilà. Donc les lampes se sont éteintes, la lumière, et on voit bien que je suis à 0 maintenant. Donc je remets sous tension et on voit bien que je suis à 5,6 volts. Donc de ce côté-là, ça marche. Et je vais faire maintenant tout ce qui est GD1, GD2, GD3, hein, donc les sorties qui vont au MOSFET. Donc là, comme je suis allumé, ça veut dire qu'au niveau de chaque gâche, je devrais avoir une tension qui alimente donc la gâchette, hein, issue de l'UC. Donc là, je suis à 5,6, donc ça c'est bon. Ça c'est je suis Q2. Q1, je suis à 5,6, donc ça c'est bon aussi. Q3, je suis à 5,6. Q4, je suis à 5,6. Non, voilà, 5,6. Et Q5, je suis à 5,6. Donc ça veut dire que la gâchette est bien alimentée par chaque sortie du... Et je vais faire pareil, hein, je vais vérifier que lorsque ça s'éteint, ici, donc j'ai caché l'obturateur là, et quand ça va s'éteindre, je vais vérifier que ça passe à 0, puisque la gâche n'est plus alimentée. Et ça, c'est sur l'ensemble des
Donc maintenant, ce que je vais vérifier, je vais regarder donc entre la gâche et la source, pas la gâche, mais le drain et la source de chaque MOSFET, si j'ai bien la tension. Donc comme je suis toujours sur le pôle négatif, hein, c'est comme si j'étais sur la source. Donc je vais voir le drain, ici, j'ai 0. Ici, j'ai 0. Q3, j'ai 0. Q4, il est où? Q4, il est là. J'ai 0. Et Q5, j'ai 0. Alors c'est normal parce que c'est comme si l'interrupteur était fermé, donc j'ai pas de différence de potentiel. Bon, donc je vais vérifier maintenant en mettant un cache sur le détecteur de mouvement si entre le drain et la source ça se coupe quand le détecteur il n'y a plus de présence. Donc je me mets sur Q1, hein, donc ce qui est normal, hein, j'ai toujours mes 0 volts puisque j'ai pas de, enfin comment dire, j'ai pas de différence. Voilà. Et là le détecteur a coupé donc l'alimentation qui fait que maintenant j'ai mes 190 volts entre le drain et la source. Je vais vérifier sur Q2. J'ai 151, Q3, 150, ouais, 160, Q4, il est là, 120, et Q5. Voilà, donc ça veut bien dire qu'entre le drain et la source, maintenant c'est coupé. Et si je remets donc le détecteur comme s'il y avait un mouvement, là, on voit bien qu'on repasse à 0, donc entre le drain et la source, puisqu'il n'y a plus de différence de potentiel, étant donné que ça fait comme si l'interrupteur était fermé. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'ai fait comme test. Maintenant, ce que je vais faire, je vais peut-être tester quand même LED par LED pour voir s'il n'y en a pas qui sont claqués et éventuellement court-circuités ou voire coupés, comme il y en a certaines qui sont en série. Hein, ça peut peut-être influencer sur le bon fonctionnement. Bon, je vais tester l'ensemble des LED. Donc j'ai mis mon alimentation réglée sur 7 volts, 7 volts 7, mais avec un courant de 20 mA hein, maximum. Donc je vais injecter la tension, enfin le courant. Donc celle-là elle marche, celle-là elle marche. Celle-là elle marche pas, donc je vais la marquer. Voilà. Je continue. Celle-ci ne fonctionne pas non plus. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Ça fait quand même pas mal là qui sont détériorés quand même. Voilà. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED qui sont défectueuses. Et donc je pense que par rapport à tous les essais que j'ai effectués, hein, y compris le circuit intégré là, U1, les LED sont branchés donc sur chaque MOSFET, hein, mais également en série. Ça veut dire que le circuit ça le coupe. Et donc c'est normal que malgré tous les essais que j'ai fait auparavant, la lampe marchait mal, hein, puisqu'il faudrait que je change ces 6 LED. Et surtout, il ne faut pas les chanter parce qu'à chaque fois qu'on chante donc une LED, hein, bon, s'il y en avait qu'une, ça irait, mais il y en a trop et on risque d'élever trop la tension au niveau de l'alimentation et voire des MOSFET, hein, mais surtout à ce niveau-là, et qui fait que on risque de tout griller, hein, tout le circuit. Donc je peux pas je peux pas chanter. Je vais m'arrêter là hein, parce que la vidéo est assez longue. Eh ben écoutez, je vais pas réparer ça parce que bon, je vois pas trop l'intérêt. Hein, je ferai peut-être ça à temps perdu. J'essaierai de récupérer des LED dans un autre projecteur et puis peut-être qu'un jour je vais peut-être les dessouder puis les remplacer. Hein, mais aujourd'hui, c'est pas mon centre d'intérêt. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.